Salut à toutes, salut à tous. Je suis le présentateur de cette émission. FSP pour les intimes. Félix Sondé Pépéripé. Comme vous le savez, sur le continent, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 occupent l'actualité. Mais ne vous en faites pas, vous aurez le maximum d'informations dans cette émission qui, je vous le rappelle, fait le décryptage de l'actualité continentale et internationale. Théophile Aza est bel et bien déjà en position de tir. Bonjour Théophile Aza. Bonjour Félix, on est Pépéripé. Bonjour amis sportifs de Wanty. Et notre consultant Gérard Yaobi Messanvi également est là. Bonsoir, cher consultant. Bonsoir FSP, amis téléspectateurs de One TV, bonsoir chez vous. Et notre invité de ce lundi 10 septembre 2024 est un universitaire, Dr Oscar Dagbemabou Oladouni Azé. Il est maître assistant des universités du CAMES, docteur en motricité humaine et handicap, expert en méthodologie de l'entraînement sportif. Bonsoir, docteur. Bonsoir, FSP. Bonsoir à One TV et merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté sportive. Allez, échauffement, c'est parti. Comme je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 s'étalent du mercredi 9 au 15 octobre prochain. Pour le compte de la 3e journée, la Namibie a reçu ce jeudi le Zimbabwe à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Toujours ce jeudi, eh bien, le programme est alléchant. RD Congo, Tanzanie à Kinshasa, Cap-Vert, Botswana à Praia, mais aussi et surtout Algérie, Togo à Annaba. D'ailleurs, retrouvons Smaïl Ben Kaidia, notre correspondant, en direct à Annaba pour avoir des nouvelles de cette rencontre. Bonsoir Smaïl Ben Kaidia. Bonsoir FSP. Et encore une fois, très heureux de vous retrouver toujours à partir de l'Algérie, plus exactement cette fois-ci de Annaba, puisque nous sommes au match Algérie-Togo qui est en train de se dérouler. Je vous donnerai beaucoup plus de précisions lors de notre prochaine édition, mais je peux vous dire déjà que Attal, le latéral droit, a été remplacé par Douani. L'effectif compte 3 nouveaux joueurs, dont l'attraction qui est un jeune de 18 ans qui joue au Hertha de Berlin, Ibrahim Maza, qui fait ses premiers pas en équipe nationale algérienne. Donc ça sera un peu l'attraction, mais le match Algérie-Togo dirigé par un quatuor malien, dont l'arbitre principal est monsieur Boubou Traoré. Mais l'équipe nationale pensera beaucoup plus au match du 14 de lundi prochain, du 14 octobre, face toujours au Togo. Alors, c'est vrai que le Togo n'a pas encore gagné, mais n'a pas aussi perdu. L'Algérie ne fait que gagner. Le match, on en parlera sur les 2 confrontations la semaine prochaine. Mais l'Algérie, pourtant, eh bien, a gagné 5 places lors du classement FIFA du mois de septembre, grâce à ces 2 victoires dans les dates FIFA. Donc ça fait que l'Algérie, avec ses 1486 points, se classe à la 41e place. C'est déjà une belle performance. On va laisser l'équipe nationale de côté. On va parler de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Champions League. Les tirages au sort ont été effectués et les clubs algériens connaissent leur adversaire. Donc, je vous parlerai d'abord de la Champions League, où le Mouloudia d'Alger est tombé dans un groupe quand même assez solide avec le TP Mazembe, les Tanzaniens de Young Africa, ainsi que les Soudanais du Hilal, del Hilal.
L'autre représentant algérien, le CRB, n'est pas au mieux nanti puisqu'il est tombé sur les Égyptiens d'El Ahly, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Ivoiriens du stade d'Abidjan. Les deux autres clubs pour la Coupe de la Confédération, toujours bien sûr dans la phase des poules, le CS Constantine a été tiré dans le groupe A avec le club Sfaxia. C'est le premier adversaire le mois de novembre prochain. Les Tanzaniens aussi du Simba SC, les leaders du championnat de Tanzanie, ainsi que les Angolais du FC Bravos do Macos. L'USMA d'Alger, le deuxième représentant en Coupe de la Confédération, est tombé sur la SEC Mimosa. Les Ivoiriens, c'est du solide aussi. Les Sénégalais d'El Jarraf et les Botswanais d'Orap United. Voilà pour un peu ce qui concerne le championnat algérien où ceux qui suivent, les puristes, sont en train de découvrir une équipe qui s'appelle l'Olympique d'Agbo, qui a un record mondial, oui, tenez-vous bien, un record mondial de 5 accessions successives des plus petites divisions jusqu'en Ligue 1 et, tenez-vous bien, ils sont leaders après 3 journées. C'est du solide, on en parlera peut-être, mais la semaine prochaine, on parlera surtout de l'équipe nationale et du résultat de la double confrontation contre les Hyperviers du Togo. Allez, au revoir et bon débat. Bon match et puis surtout bonne chance aux éperviers, surtout lorsqu'on sait que le sélectionneur vous a écouté Théophile Hazard. Oui, il nous a écouté, vous savez, il nous a en intégrant 2 locaux dans la liste qui doit aller jouer les Fennecs d'Alger dans la double confrontation des 3e et 4e journées, notamment Koulouko Kholeté, qui 2 joueurs qui évoluent au plan local, notamment Kokou Koulouko de Asko de Kara, défenseur, et bien évidemment Benjamin Kholeté de Asko de Kara, attaquant cette fois-ci. Je pense que c'est vrai, Nimbombe a compris qu'il faut désormais faire avec les valeurs locales, c'est une très bonne chose, mais on attend ce que donnera tout à l'heure cette explication entre Algériens et Togolais. Gérard Yaobi Messanvi, on souhaite bonne chance aux éperviers du Togo. Bonne chance aux éperviers du Togo, encore que le match se joue déjà et qu'avec le dispositif qui est mis en place, je crois très bien. C'est vrai, il est difficile de jouer les équipes maghrébiennes à domicile, mais je crois qu'avec le dispositif qui est mis en place, le Togo reviendra au bécail avec, à défaut d'une victoire, le match nul qui ne serait pas une mauvaise affaire. Allez, il y a également Burkina Faso, Burundi, délocalisé à Epembe, c'est en Côte d'Ivoire. Antoine Bationo, en attendant jeudi prochain pour le décryptage de différentes rencontres. Voyons avec vous si tout se passe bien du côté d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir Félix Onde Pépéripé. Nous sommes aux abords du stade Alassane Ouattara de BMP pour le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN entre les étalons du Burkina et les hirondelles du Burundi. Un match important pour les 2 équipes quand on sait que le Burkina totalise 4 points et est leader du groupe devant le Sénégal qui a 4 et fait la différence au goal average, pendant que le Burundi est 3e avec 3 points et le Malawi ferme la marche avec 0 point. Donc, ce qui signifie que c'est un match très important. Tout le groupe des étalons est bien là. Les 25 joueurs appelés par le sélectionneur national Brahma Traoré, avec en tête le capitaine Bertrand Traoré, ils sont tous là ils ont promis une victoire et tout à l'heure nous saurons que nous aurons les résultats et si cela confirme effectivement les ambitions du sélectionneur national Brahma Traoré, ses poulets, qui ont promis d'abord dans un premier temps une victoire et ensuite pour le dimanche 13 octobre pour la manche de tour, toujours à Abidjan, mais ce sera cette fois-ci au stade Félix Houphouët-Boigny. En cas de double victoire des étalons, il faudrait relever que le Burkina sera qualifié automatiquement pour la CAN 2025. Nous allons revenir en détail dans notre prochaine édition sur cette double confrontation entre le Burkina et le Burundi. C'était Antoine Bationo depuis Abidjan pour One TV.
Bonne chance aux uns et aux autres. Le reste des matchs de cette troisième journée se joue ce vendredi 11 octobre et au programme à 13h, temps universel. Guinée équatoriale, Libéria à Malabo, Zambie, Tchad, Andola, Mozambique, Eswatini à Maputo, et puis à 14h, Madagascar, Gambie à Casablanca, c'est au Maroc, et nous allons parler de ce Cameroun, Kenya également à Japoma, c'est à Douala, à 16h, temps universel également, et donc un Cameroun qui retrouve la sérénité pratiquement, mon cher Théophile Hazard. Oui, avec cette situation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive entre le sélectionneur Marc Brice et le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, arbitré bien évidemment par le ministère des Sports qui entre-temps a retrouvé bien évidemment ses esprits, et les deux d'ailleurs, je parlerai du président de la CAF, Samuel Eto'o, et le ministre des Sports qui, suite à l'ascension donc de Samuel Eto'o par la FIFA, a donc sorti un communiqué pour le soutenir. Je crois que cette atmosphère pourra bien faire revenir le calme dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun pour, n'est-ce pas, arracher, pourquoi pas, les 3 points de cette troisième journée des éliminatoires. Gérard Yaobi Messanvi, on reviendra jeudi prochain sur le décryptage de toutes ces rencontres. Oui, bien sûr, nous allons revenir sur le décryptage de toutes ces rencontres, mais d'abord, il faut féliciter, bien sûr, la fédération et féliciter Eto'o qui a compris que désormais, il faut faire table rase du passé, se rabaisser complètement et comprendre que après tout, il faut mettre la nation devant. Maintenant que ces Camerounais sont bien confiants, nous espérons bien sûr. Nous espérons bien sûr que. Plutôt faire profil bas, je suis ça. Parce que si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous voulez, mais lorsqu'il fait profil bas, c'est qu'il a reconnu que quelque part, il y a quelque chose qui était mal fait et qu'à un moment donné, il faut comprendre. Alors, les autres aussi l'ont débouté ailleurs, quand bien même nous n'apprécions pas la manière dont la chose a été faite. Maintenant que le Cameroun se comporte très bien, bien sûr, depuis un temps avec un gardien de but exceptionnel actuellement en Afrique. Nous espérons bien sûr que le Cameroun, nous voyons ce qu'il fait en club. N'eût été son défenseur la dernière fois, ils auraient encore perdu ce match. À la dernière minute, j'espère bien que vous avez suivi le match avec moi. N'eût été ce défenseur, je crois qu'il était déjà à côté et le ballon rentrait. Bravo à ce défenseur qui a compris que, bon, une équipe demeure une équipe. Il faut, à des moments donnés, lorsque le gardien devient un gardien qui ne commet que des erreurs à des moments donnés. Mais bon, bien sûr qu'en Afrique, il retrouve ses esprits et que ça se passe bien. Nous leur souhaitons bonne chance et nous allons nous retrouver sur ce plateau pour décrypter la suite. Les autres matchs de ce vendredi, Égypte, Mauritanie, ça va se jouer au Caire. Nigeria, Libye à Ouyo. Guinée, Éthiopie à Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Ghana, Soudan au stade, ils vont le confirmer. Ouganda, Soudan, vous connaissez le stade déjà? Oui, c'est bien évidemment au Ghana. Au Ghana, d'accord. À domicile. Allez. Ok, Ouganda, Soudan du Sud à Kampala. Et puis un certain Bénin, Rwanda au Félicia, c'est en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Cette rencontre qui est une rencontre de tous les dangers pour le Bénin, parce qu'une victoire qualifierait, en tout cas donnait le Bénin qui aurait pris une option sur la qualification déjà pour la CAN. Et en attendant la manche retour à Kigali, qui également s'annonce très palpitante. Le Rwanda n'est pas quand même une petite équipe, mon cher Gérard Yaobi Messanvi. Bien sûr que le Bénin a compris depuis un bon moment que le Rwanda n'est pas une petite équipe et il faut rapidement prendre les taureaux par les cornes afin de revenir au pays avec la victoire. Parce que moi, ça me fait juste rire lorsque le Bénin doit quitter toujours son pays pour aller jouer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les autres ne se sont pas comportés comme nous, mais le Bénin est obligé à chaque fois de prêter un terrain pour jouer. Aujourd'hui, le Bénin ne pourra pas compter sur son public pour gagner, puisque
demain, il y aura plusieurs matchs qui seront en train d'être joués à la fois. Donc, les quelques-uns qui vont quitter le Bénin, qui seront en train de... Vous n'êtes pas pour que l'équipe du Bénin gagne, c'est ça? Je suis bel et bien pour que l'équipe gagne. Mais vous savez, lorsque, mis à part les joueurs, les 11 qui doivent jouer, vous savez, il y a le public qui constitue le 12e homme. Les supporters qui ne pourront pas se déplacer parce que la majorité resteront au pays. Et les quelques-uns qui vont se déplacer... Votre pronostic. Bon, je pense bien qu'avec ce Rwanda, le Bénin peut finir 2-0. Il faut préciser que le Bénin a connu une défection dans son rang. Désormais, c'est 24 joueurs qui doivent évoluer. La blessure de Tossi Ayegnou, qui est blessé à la blessure, l'attaquant de Lorient FC en France, forcément constitue un handicap pour le bastion offensif. Et là, je voudrais aussi relever, vous allez me demander mon pronostic. Il faut dire que en 5 confrontations, le Bénin garde la faveur des pronostics. Ça, il faut le préciser. Et la dernière victoire des Béninois face aux Amavumbi remonte en 2024 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où le Bénin l'a emporté sur le score de 2-1. Et je crois que le Bénin, dans cette dynamique, s'ils arrivent vraiment à conjuguer les efforts, et l'autre chose qui inquiète, c'est parce qu'ils ne sont pas tous en compétition. Dans leurs différents championnats, ça pourrait jouer maintenant. Ils peuvent sortir la tuerie et ça peut gagner sur l'honneur, pourquoi pas, pour rester toujours invincible devant ces Amavumbi du Rwanda. Mais c'est passable, hein? Oui, c'est bien jouable. Le Rwanda est bien jouable pour le Bénin, mais je dis toujours, c'est un match difficile. Difficile parce que le Rwanda avait déjà connu une défaite face au Guépard du Bénin. Ça pourrait constituer une rencontre de revanche, n'est-ce pas, pour les Amavumbi. Mais les deux techniciens étant donc des Allemands, entre griffes, oui. Genodro détient deux nationalités franco-allemandes, voilà. Et l'autre, purement allemand. Donc, les deux connaissent désormais les stratégies adoptées pour, n'est-ce pas, venir à bout de l'un et l'autre. Et ça va jouer techniquement et tactiquement sur le terrain et aussi sur le papier. Gérard je crois que ce serait une erreur de se baser sur les statistiques des Rwandais, des Béninois pour ce match, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bénin, je vous dis, il ne faut pas oublier, je vous rafraîchis la mémoire en vous disant ceci, il ne faut pas oublier que le Bénin avait battu le Nigeria, mais lorsqu'on s'en tient à ces statistiques, le Bénin est allé affronter le même Nigeria sur un autre match et est rentré au Bécaye avec 3 buts. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que le Bénin doit jouer avec plus de détermination et beaucoup plus de sérieux et pour éviter les calculs de dernière minute. Parce que, osons le dire, vous vous rappelez que notre dernière élimination à la CAN ce fut sur 3 rencontres où le Bénin espérait juste un point, mais n'a pas pu l'avoir. Alors, docteur Oscar Azé, vous êtes un spécialiste, hein? Vous êtes reconnu au Bénin, vous êtes notre invité, bonsoir. Et à nouveau, et vous suivez les commentaires, les analyses de nos confrères. Que pensez-vous de ce match entre le Bénin et le Rwanda? Sur le plan de la préparation des deux équipes, je crois que c'est des équipes qui se tiennent au coude à coude. La probabilité, si je dois m'aventurer sur un pronostic, ça doit être du 50-50. Après, il y a parmi les facteurs de performance, un facteur qui va jouer contre le Bénin, c'est le fait qu'il faut aller jouer à l'extérieur et ça va être déterminant. Il faut que du côté béninois, ce gap soit très vite comblé. En mobilisant les supporters. C'est vrai, ça va demander à l'État d'investir un peu, mais il faudra travailler dans ce sens parce que ce facteur va compter et sera décisif dans la suite du match. Surtout qu'après, il faut aller à Kigali. Et donc, il ne faut rien laisser au hasard, en sachant qu'on est sur du kiff-kiff. Et par la suite, le match déterminera l'issue de la rencontre. On peut s'en sortir victorieux. Voilà. Allez, et puis on souhaite bonne chance au Guépard. À 17h, on jouera Afrique du Sud, Congo à Port-Elisabeth. À 19h, Côte d'Ivoire, Sierra Leone à San Pedro. Tunisie, Comores à Rades. Gabon, Lesotho à Franceville. Angola, Niger
à Luanda. Donc le Niger qui s'est déplacé et qui va jouer en Angola. Bon, les Nigériens depuis quelque temps essayent quand même de sortir la tête de l'eau. Comment est-ce que ça va se passer? On souhaite bonne chance aux deux équipes. On jouera également Mali, Guinée-Bissau à Bamako, Sénégal-Malawi à Dakar. Sénégal, oui, un Sénégal-Malawi, un match Sénégal-Malawi quand on sait que le sélectionneur sénégalais a été remercié. Suivant tout de suite à Abdoulaye Thiam qui est du côté donc de Dakar et qui nous dira quelque chose sur cette rencontre. Bonsoir Thiam Abdoulaye. Bonsoir, Félix Pépéripé, le pape de la presse sportive africaine. Abdoulaye Thiam vous parle depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Ce vendredi, à partir de 19h, toutes les attentions seront rivées sur le stade Abdoulaye Wade, niché là-bas à Diamniadio, où les Lions vont affronter, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, l'équipe nationale de Malawi avant de s'envoler le lendemain à Lilongwe pour la 4e journée de la CAN 2025. Forcément, l'attention sera le tandem Pape Thiaw, Teddy Pellerin qui ont remplacé Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. La première interrogation sera le système de jeu qui sera mis en place. Est-ce qu'Aliou Cissé ou bien Pape Thiaw, j'allais dire, va rester dans la dynamique qui a été entreprise par Aliou Cissé depuis un certain temps, le fameux système 3-5-2 qui nous a valu beaucoup de satisfaction mais avec énormément de critiques, ou bien est-ce que l'ancien international sénégalais va essayer de remettre l'équipe nationale du Sénégal sur l'ancien système 4-3-3 qui nous a valu aussi énormément de satisfaction. L'autre interrogation aussi, ce sera au niveau du public. Va-t-il répondre suffisamment présent? Pape Thiaw sera-t-il l'homme de la situation pour ces 4 matchs qui vont venir? Après ces 4 matchs, est-ce qu'il va postuler pour devenir l'entraîneur définitivement de l'équipe nationale du Sénégal, ou bien est-ce que la fédération va tout simplement essayer de chercher un sorcier blanc ou rester dans la dynamique de l'expertise locale? Pour toutes ces questions, continuez à suivre Abdoulaye Thiam avec Félix Pépéripé. Bonsoir. Bonne chance. Allez, le dernier match se jouera ce samedi 12 octobre pour le compte de cette 3e journée à 19h. On jouera Maroc-Centrafrique à Oudeya. Donc voilà, nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. Et tout de suite, nous allons parler de notre invité, de son portrait, et c'est dans quelques instants. Et voilà, je vous le disais, mesdames et messieurs, notre invité, c'est le docteur Oscar Dagbemabou Oladouni-Azé. Je vous le disais, il est maître assistant des universités du CAMES, docteur en motricité humaine et handicap, expert en méthodologie de l'entraînement sportif, et puis. Allez, suivons à présent son portrait, eh bien, grâce à GPP, c'est Gilles Chris Haïti. Docteur Oscar Dagbemabou Oladouni-Azé, né le 2 novembre 1979 à Pobé, dans le plateau au Bénin, Oscar Azé est marié et père de 6 enfants. Maître assistant des universités du CAMES, Oscar Azé est docteur en motricité humaine et handicap à l'université de Lyon en 2019, expert en méthodologie de l'entraînement sportif à l'université de Leipzig entre 2010 et 2021. Il est par ailleurs professeur certifié d'éducation physique et sportive à l'INJEPS UAC
depuis 2004. Spécialité, activité physique adaptée et santé sport des handicapés, basketball et entraînement sportif. Il est également directeur adjoint du laboratoire de motricité, performance et santé du sportif LAMOP 2S de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport de l'Université d'Abomey-Calavi INJEPS UAC depuis mars 2024 et est chef du département des sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport Université d'Abomey-Calavi INJEPS UAC depuis mai 2021. Enseignant-chercheur à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport de l'Université d'Abomey-Calavi INJEPS UAC depuis octobre 2019. Oscar Azé est aussi entraîneur de l'équipe féminine de basketball de l'INJEPS depuis 2021 et fonctionnaire de l'État béninois depuis septembre 2007 sous le matricule 85 614. Dr Oscar Azé porte un intérêt certain au regard des autres et à ce qu'ils pensent de lui. Il soigne son image, cherche l'approbation de ses pairs, veut être aimé et reconnu dans ce qu'il fait. Il est ambitieux et n'a pas peur du danger. Il aime défier les interdits, éprouver de fortes sensations, tester ses limites. Enfin, Oscar Azé était sûrement casse-couille. Aujourd'hui, même s'il est devenu plus raisonnable, il déteste se restreindre et peut sacrifier beaucoup de choses pour une passion. Il est volontaire et travailleur. Il ne reste jamais vraiment inactif. Mais il est aussi rancunier et se vexe facilement quand il n'obtient pas ce qu'il veut ou s'il se trouve dans une situation inconfortable. Oscar a un mal fou à prendre sur lui. Ses émotions à fleur de peau le trahissent parfois, mais il n'aime pas être percé à jour. Cela le contrarie énormément. Commence alors un engrenage dont il a du mal à se sortir. Oscar Azé est sincère avec ses amis. Il ne force pas et ne sera jamais hypocrite. Jamais. Voilà, docteur Azé, votre portrait que j'ai essayé d'écrire et GPP a posé la voix. Est-ce que vous vous retrouvez réellement dans ce portrait? Je dirais d'abord FSP, merci pour le portrait. Je dis à 96% qu'il est vrai. Il est vrai, il y a très peu de choses à rejeter, sinon presque pas. Je voudrais saluer la dextérité qui est derrière. J'avoue que j'ai eu beaucoup de sourires, de pincements. C'est... Bon, enfin, ça y est. Bravo. Ceci étant dit, allez, les USA doivent leur réussite sportive à 3 critères essentiels. Ils disposent d'installations sportives de classe mondiale, un système scolaire et universitaire qui fournit un vivier de talents de haut niveau dans les sports individuels et collectifs, ainsi que d'énormes contrats de sponsoring. Alors, Dr Azé, quel type de modèle ou quelle pratique sportive correspondrait à l'Afrique en général ou au Bénin et au Togo en particulier? Je crois que sur la question de modèle sportif, il est important de rappeler que, avant d'en venir au modèle américain, que nous avons globalement 3 modèles. Le modèle, le premier que je vais appeler un modèle d'étatisation du sport, c'est ce modèle qui veut que certains pays dans leur conception regardent tous les événements sportifs comme étant de la responsabilité de l'État et à ce titre donc doivent être financés par l'État. Qu'il s'agisse d'un événement scolaire, d'un événement au niveau de l'armée, d'un événement civil, eh bien tous ces événements, quelle que soit leur ampleur, l'acquisition d'équipements et autres, tout ceci relève de l'État. Et l'État devrait être donc le premier bailleur, le premier financier. Et le second modèle que nous avons, c'est le modèle qui parle du financement basé sur des initiatives privées. Il s'agit alors d'avoir une structure qui intègre fortement le privé et c'est l'aspect économique du sport. Dans cet aspect, on laisse la possibilité à des firmes qui viennent, qu'elles soient multinationales ou nationales, qui viennent investir dans le domaine du sport
et qui apportent leur contribution en termes d'infrastructure, de réalisation d'événements sportifs, de formation des joueurs, de mise en place de la structure pour la promotion des talents et autres. Bref, tout ce qui nécessitera un investissement est apporté majoritairement par ces privés qui permettent d'organiser la réalisation des activités sportives. Et après, à côté de ces deux modèles, nous avons un modèle intermédiaire. C'est ce modèle qui va osciller entre les deux, qui va demander à la fois à l'État et au privé d'être présents. Dans ce modèle, vous avez donc un financement bicéphalique qui va provenir de l'État pour certaines choses, qui va considérer donc le sport comme étant une de ses activités régaliennes. Et vous aurez à côté le modèle qui va cohabiter, c'est le modèle de l'initiative privée, où des privés vont également intervenir, et tout ceci sera organisé par le biais de tests qui vont permettre le fonctionnement. Lorsque j'en reviens à votre question, FSP, il faut dire que le modèle américain, c'est un modèle purement économique. Ici, dans la structure de développement de la performance et dans la structure de la pratique sportive tout court, il faut dire que c'est ces privés qui vont investir massivement le champ du sport. L'État ils auront la possibilité d'aller contracter directement, quand je vais parler du sport scolaire bien sûr, et universitaire, d'aller contracter directement avec les lycées, d'aller contracter directement avec les fédérations qui existent, de créer même des structures fédérales pour pouvoir animer le sport, et ils injectent de l'argent. Cet apport massif économique n'est pas sans rentabilité pour eux. Ils injectent puisqu'il s'agit de privés, donc lèvent de gros capitaux. Leur objectif, en investissant justement, ils vont favoriser la mise en place d'infrastructures. Et c'est le premier objectif à atteindre. Ils vont donc favoriser la mise en place d'infrastructures. Et quand vous allez dans la plupart des établissements d'enseignement, les lycées pour ne pas les nommer, dans le système anglo-saxon, vous trouvez des équipements sportifs qui sont dignes d'équipements sportifs des clubs de Ligue 1 en Europe, ou bien de grandes structures sportives en Europe. Et ça, c'est pour montrer déjà le caractère sérieux, la nature de l'investissement qui est fait. Et quand on fait cet investissement, vous êtes d'accord avec moi que derrière, il y a forcément une rentabilité. Cela va participer de la chaîne de formation. Et sur ce modèle économique, justement, les financiers viendront avec leur poids. Ces firmes vont venir également pour mettre de l'argent dans la formation. Ils vont attribuer des bourses pour les sportifs, créer des centres de formation, et ces centres sont également soutenus par un financement conséquent pour permettre un développement à long terme de l'athlète, et ça permettra alors plus tard de prétendre à avoir cette élite sportive en s'appuyant sur le sport scolaire comme vivier. Et si tu permets, je parlerai du sport scolaire en disant que en général dans nos pays en Afrique, on en parle comme vivier du sport national. Mais lorsqu'on veut parler du sport scolaire comme vivier du sport national, il faut faire une rétrospection pour regarder les pays africains. Les pays africains qui, pour la plupart, ont été colonisés et donc ont gardé un héritage du colon. Je m'intéresserai particulièrement au cas des pays francophones pour illustrer mes propos. Lorsque vous observez les pays francophones, tout de suite avant l'indépendance, la pratique sportive est un héritage du colon. Et dans la plupart de ces pays, on parlait de militarisation de la pratique sportive parce qu'il fallait former des hommes forts pour aller servir justement la mère patrie et défendre les intérêts au plan national de la mère patrie. Et après, on a fait le glissement vers les pratiques sportives également pour soutenir le fait que la patrie mère, c'est-à-dire le colon, avait besoin de ressources humaines pour pouvoir renforcer ses équipes, puisque lui-même était engagé dans des compétitions. C'est cet héritage que nous avons eu à l'issue de l'indépendance, et on peut remarquer que sur nos territoires, il y avait justement des infrastructures en grande masse. Les vestiges de ces infrastructures existent encore. Vers les années, après les indépendances, dans le courant des années 80, on va assister plus tard à ce
à une libéralisation à la crise économique, puis le FMI et d'autres institutions vont intervenir, la Banque mondiale, pour contraindre les pays, ces pays francophones justement, à aller vers une réorientation des réformes politiques. Et le tout va venir de ces réformes politiques-là. Les réformes politiques vont avoir un but, justement, c'est de contraindre les pays à faire des choix. Et le sport, à ce moment-là, va être considéré alors comme une activité tertiaire, puisque ne générant pas de revenus, mais demandant un investissement lourd. Et la déchéance dans nos pratiques sportives, la faiblesse de nos résultats va venir alors de cette absence de financement, puisque les pays africains, pour la plupart, à l'instar de leurs colonies, vont choisir le modèle intermédiaire. C'est le modèle que la France a choisi, mais qui est un modèle amélioré dans le système français. Mais ici, du fait que nous n'avons pas des investisseurs économiques pour venir lever des capitaux et accompagner l'État, l'État va se retrouver alors seul dans un système avec un bras amputé. Et c'est ce qui se passe justement. Ben, c'est ça la réalité. Alors la suprématie du Kenya dans les courses de fonds et des demi-fonds vient-elle à point nommé pour confirmer un quatrième modèle de développement sportif? Oui. Moi, je pense que cette suprématie du Kenya, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut retourner encore à cette notion de géopolitique et économique. Ouais, et rappelons que le modèle 4 là est celui du mouvier éthiopien, réinventé par Abebe et Bikila, que vous connaissez très bien, le vainqueur au pied nu. Pied nu, justement. C'est dans ce justement, j'en parle parce que il faut réinventer alors un système qui va être basé d'abord sur notre culture. Voir l'aspect, les valeurs socialisantes du sport et recadrer justement cette approche. L'État étant seul pour investir et n'ayant pas de financiers à côté pour accompagner des leveurs de capitaux, pour accompagner, il faut alors que la politique au niveau de l'État soit revue en remettant l'accent sur la formation à la base. Il faut réinventer ou recréer le système scolaire. Le système scolaire qui doit venir maintenant comme un vivier et dans ce vivier, créer les conditions pour avoir, dans un premier temps, les infrastructures, les équipements nécessaires et travailler par la suite pour avoir un personnel qualifié et adéquat, suffisant. Nous faisons sous nos cieux avec de l'à peu près, avec du personnel pas toujours formé. On recycle d'anciens joueurs, pour donner cet exemple, pour venir accompagner des jeunes talents, alors que c'est ces jeunes talents qui sont appelés à être plus tard l'élite de demain. Il aurait donc été intéressant d'investir, à l'instar de certains pays qui l'ont compris maintenant, je ne voudrais pas nommer le Bénin, avoir beaucoup d'infrastructures, développer une politique infrastructurelle, mais également rapprocher ces infrastructures des talents. Les talents se trouvent dans les écoles et il ne faut pas oublier que nous avons environ 60% des enfants qui sont déscolarisés encore. Donc il faut que cette politique puisse aller également dans les quartiers, vers les arrondissements, pour offrir des heures de jeu, des heures de pratique, et que cette pratique-là, qui permet de détecter des talents bruts, nous amène alors à nous affranchir de la possibilité de maximiser l'investissement sur ces nouveaux talents-là et les accompagner, puisqu'il s'agit de talents bruts. On a moins de temps à mettre alors pour développer en eux les valeurs, les qualités attendues. Et à travers ce modèle qui va rechercher à travers la base, les talents bruts, on peut justement arriver à construire ce modèle qui est celui du Boubier, qui a déjà démontré ses preuves pour nous amener, en partant du sport scolaire, en partant de la détection précoce de talents, pour nous amener à construire par la suite une élite dans la chaîne de développement de la performance sportive et de développement de l'athlète à long terme. Oui, ne doit-on pas également parler de la formation du recyclage de l'encadrant? Oui, le capital humain, le premier défi à relever, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord le défi des infrastructures. Ça, c'est important. Le second défi à relever, c'est le défi de la formation.
Parce que ce qu'on n'observe pas souvent, hein? Ben, on néglige cet aspect. Ouais. On a tout confondu dans nos pays. La formation du formateur. En réalité, on nous parle de stages fédéraux. Lorsque vous allez dans les stages fédéraux, c'est pour avoir des connaissances spécifiques sur des aspects techniques ou des aspects tactiques dans un sport. Je prends le cas du basketball, par exemple. Lorsqu'on vous parle de la défense de zone dans un stage, on ne vous montrera pas comment fractionner les séances d'entraînement pour arriver à faire acquérir cette défense-là à des jeunes qui sont en catégorie junior ou qui sont à l'étape de l'entraînement de jonction. Mais on vous enseigne les principes qui sont derrière. Il appartient donc au cadre, en s'appuyant sur son background, sur sa formation initiale, d'intégrer cette nouvelle connaissance-là et de l'adapter à la cible sur laquelle il doit opérer. Mais si nous prenons des gens qui n'ont pas de background, qui n'ont pas une formation initiale, qu'on envoie dans ces stages, ils auraient beau appris, mais ils ne seraient pas en mesure de retransmettre efficacement, puisque celui qui va réaliser la performance en ce moment, ce n'est pas eux, mais c'est plutôt le jeune, l'athlète sur qui ils vont travailler. Donc il y a que l'athlète même plus capé que l'encadrant. Oui, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, les choses évoluent. Mais l'encadrant, il est au pays, il ne sort pas, il ne fait pas de stage de recyclage. Et le voilà qui accompagne un athlète de haut niveau aux Jeux Olympiques, par exemple. Il tombe là-bas et il constate que les choses ont énormément évolué. Il est dépassé lui-même. Oui, et ça vous confirmez ce que je disais tout à l'heure. Nos pays, pour la plupart, ont fait des choix sur lesquels ils ont été contraints. Parce que lorsque vous vous trouvez dans cet environnement de sport aujourd'hui, le sport, c'est l'économie. Cela génère des revenus énormes. Si votre État n'est pas en mesure d'injecter de l'argent, ben, il vous faut compenser en allant trouver qui va injecter de l'argent, en allant vers les capitaux privés. Et donc, encore une fois, la formation de ces ressources-là a un coût sur l'État. Et l'État est obligé de se décharger sur les fédérations qui elles-mêmes attendent l'État pour son fonctionnement. Et par ricochet, va demander donc aux gens de payer les formations. Et pour la petite histoire, pour faire ces stages, c'est souvent $150. Et vous voyez, c'est déjà sur le revenu moyen d'un habitant, c'est exorbitant. Payer $150, c'est beaucoup de sous. Et ça, c'est pour les premiers niveaux. Donc, il y a un besoin de recycler ce personnel, oui, mais également de créer des structures dans lesquelles ce personnel doit avoir une formation continue parce que l'entraînement, c'est dynamique, ce n'est pas figé. Et pourtant, l'Afrique ne dispose-t-elle pas des mêmes talents qui vont gagner des médailles ou des compétitions pour les pays industrialisés? Oui. Mais en même temps, vous voyez, c'est ce que je disais. Le problème n'est pas la qualité des ressources que nous avons. Le problème, c'est qui va capter ces ressources. En réalité, nous sommes dans un monde de libéralisme. Une fois que le système a été implanté pour que les gens viennent investir, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent, eux, le profit. Et dans le profit, s'ils commencent à investir chez vous sur certains talents qui sont prometteurs, systématiquement, ils vous les enlèvent et ils les amènent vers des horizons où le cadre est plus approprié pour leur permettre de se révéler. Et c'est ce qui explique que lorsque vous prenez certaines équipes nationales ou certains athlètes, vous dites, mais en réalité, ils auraient dû être de nationalité africaine. Mais l'Afrique n'a pas les moyens de se permettre de créer un environnement pour leur formation. Et ben, celui qui vient investir sur eux est obligé de les migrer. Ça veut dire qu'il y a des normes business qui siphonnent ces talents. Mais en réalité, aujourd'hui, le sport, depuis la conception des Jeux Olympiques, prenez les derniers Jeux de Paris, c'est beaucoup de capitaux étrangers qui viennent dessus. Et là, Paris même ne gagne pas beaucoup de choses. Mais ceux qui ont permis de mettre, qui ont injecté de l'argent dans la réalisation des infrastructures, dans l'accueil de ces jeux, les grosses firmes, vous prenez Adidas, vous prenez Nike, vous prenez les firmes de boissons énergétiques et autres, vous prenez Coca-Cola, vous prenez d'autres, les équipementiers, par exemple. Eux, ils s'en sortent avec des revenus énormes. Je ne voudrais pas avancer des chiffres ici pour ne pas faire donner le tournis à certains. Et vous voyez, même depuis la structure de l'organisation des Jeux, l'appel à candidature, lorsque c'est lancé, ce qu'il faut injecter comme moyen, le lobbying qu'il faut faire, finalement, et tous les scandales liés des fois
à l'attribution même de l'organisation des Jeux, vous pourrez vous demander, mais d'où vient tout cet argent-là? Cet argent, en réalité, c'est pas du blanchiment. C'est parce que le sport génère beaucoup de revenus. Et à la table de partage des dividendes, les pays africains encore sont derrière. Ils sont derrière parce que la politique qui est mise en place, justement... Ils sont derniers. Oui, mais... Ils ne sont pas derrière, ils sont derniers. Ils sont, je veux dire, ils sont derrière parce qu'il y a des pays qui l'ont compris et qui commencent déjà à émerger. Mais écoutez, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Soudan, entre autres, figurent parmi les 10 pays les plus peuplés en Afrique en termes de population. Et pourquoi ces pays, ainsi que les contingents du Cameroun et du Ghana, sont-ils rentrés des derniers Jeux Olympiques avec un tableau de médailles vide? J'y étais, j'étais à Paris 2024. Oui. Mais encore, c'est le serpent qui se mord par la queue. C'est un cercle vicieux dans lequel nous tournerons tout le temps. Il y a déjà à faire un état des lieux et à comprendre que si nous voulons nous asseoir à cette table, nous devons y aller alors avec les mêmes moyens que les autres. Je veux donner l'image de certains pays. Lorsqu'on prend le cas du Soudan, le Soudan, la dernière fois au JO, qui a brillé face aux États-Unis en phase de préparation, je veux parler au basketball. Et ensuite, pendant les phases, les Jeux même, on a vu le Soudan se chercher. Ça a été une belle équipe. Mais lorsqu'on regarde l'ossature de cette équipe, la plupart des joueurs sont logés à l'extérieur. Et c'est ça. Le problème est à ce niveau-là, il faut qu'on crée l'environnement forcément. Nous avons ici, et de par ces populations, nous avons justement les talents qu'il faut. Mais tous vont à l'extérieur, aux États-Unis, pour se former. Je vous dis, le modèle américain, il a de l'argent, il éjecte de l'argent et qui refuse 1 million. La même chose, prenez les Français. Avant les JO, on a parlé du phénomène de certains athlètes qui sont allés aux États-Unis. Justement parce que c'est ça. Lorsque je fais un travail, je dois pouvoir vivre de ce que je fais. Et donc tout le monde recherchant le meilleur, ben, il y a forcément ce problème de migration qui va venir. Parce que les capitaux qui sont en jeu derrière l'organisation de ces jeux, les revenus pour les athlètes, les bénéfices immédiats, ben, tout ça fait qu'il y a des mobilités. Je veux donner un exemple. Vous prenez un athlète au Bénin ici qui est dans le système scolaire, qui arrive à l'université, il n'a pas de statut du sportif. Il n'y a pas de statut du sportif. Par contre, lorsqu'il quitte ici et qu'il est joueur et qu'il se retrouve ne serait-ce que du côté de l'Hexagone ou du côté des États-Unis, ben là déjà il dispose d'une bourse. Il dispose d'une bourse. Pourquoi c'est comme ça? Ben parce que nos pays justement n'ont pas les moyens. Tout revient encore une fois à l'économie. On n'arrive pas à créer l'environnement pour le garder. Et par année, il y a beaucoup qui s'en vont comme ça. Il y a beaucoup qui s'en vont. Et donc, il y a encore une fois... Comment expliquez-vous alors la médaille d'or obtenue par le champion du 200 mètres Letizio Tebozo? J'y étais, j'étais à Paris 2024, sachant bien que l'Afrique du Sud et la Zambie étaient elles aussi présentes à cette finale. Oui, ben, encore une fois, j'ai fouillé un peu le parcours de cet athlète, mais je vais déjà dire que nous sommes sur... une course de courte distance. Je n'ai pas eu toutes les informations sur son parcours, mais je veux bien croire que ce n'est pas parce que l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui sont de la même région, étaient là, que forcément ils vont gagner la médaille. Remarquez, il a été médaillé d'or devant un Américain, et de 16 tierces. Ça veut dire que tout s'est joué à quelques tierces près. Je suis sûr que ça doit être la même région de formation, parce que lorsqu'on arrive à ce niveau, on ne peut plus être dans des structures ici en Afrique, et je ne veux pas prêter d'intention. On a entendu parler de la disparition de l'heptathlon béninoise. On va la retrouver. Oui, ben on va la retrouver. Mais je crois qu'il y a un besoin d'échanger vraiment avec les athlètes. Parce qu'il y a de gros challenges derrière. Ne croyons pas que ce que le Bénin a là, d'autres ne veulent pas capter. D'autres ont envie de capter. Et on va lui mettre la pression. On va lui demander des choses. Donc, j'en reviens au cas du 200 mètres. Je voudrais bien croire que
derrière, il y a une volonté de se transcender. Parce que 16 tiers, ça fait appel à une force psychologique, ça fait appel à une envie de gagner. Et j'ai lu des interviews, je voudrais dire que la différence est peut-être faite à ce niveau. Mais en dessous, il y a forcément une formation à long terme qui s'est finalisée dans des pays autres que le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est à copier. Allez, revenons au JO au regard du coût. Hein. Une candidature dont celle de l'Égypte à l'organisation de ces JO est-elle envisageable? Je souris, non pas que je n'y crois pas, mais je souris parce que les enjeux derrière sont énormes. C'est vrai que les pays en Afrique du Nord se distinguent de plus en plus par un sérieux dans leur organisation sportive. Ils ont compris et ils ont commencé à lever des capitaux pour accompagner le sport chez eux. Mais je dis, pour y arriver, le chemin est énorme. Une candidature africaine, les candidatures ne sont plus aujourd'hui dans le genre de la récompense, du remerciement. Il faut mériter. Il faut travailler à mériter ces candidatures. Je voudrais souhaiter juste bonne chance, mais il faut qu'on travaille. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde. Oui. Mais les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement planétaire. Remarquez, je veux vous renvoyer aux derniers Jeux de Paris 2024. Regardez ce que la France a souffert dans la préparation. Et tout ce qui a été mis en branle, les scandales qui étaient en dessous et le chrono qui ne s'arrête pas. Parce que lorsqu'on vous attribue l'organisation des Jeux, ben, vous avez une pression énorme. Et sur cette pression, au-delà du respect du cahier de charge, le gros défi, c'est le défi financier. Il faut montrer que vous êtes capable de mobiliser les ressources et que vous avez la possibilité maintenant, ensuite, de réunir les conditions sécuritaires et autres pour organiser les Jeux. Tout le reste qui se passe n'est qu'une conclusion. Mais beaucoup se joue sur l'étape de votre crédibilité et de votre capacité à être assis parmi les gros financiers et de leur montrer que leur investissement sur vous ne sera pas un risque. Et tout le mot est là, le risque d'investir pour une activité. Docteur Azé, l'organisation des Jeux africains scolaires représente-t-elle un tournant historique pour le développement du sport mondial? Ben, parlons de Jeux scolaires africains, je pense que ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après, on va encore se faire piéger. On va se faire piéger parce que c'est une occasion où nous montrons les talents de l'Afrique, nous les mettons en exergue. Lorsque ces Jeux sont organisés, quelles sont les dispositions qui sont prises ici en Afrique pour les garder et les orienter, afin qu'ils servent la cause du continent? Nous nous trouvons encore, comme je le disais, dans ce cercle vicieux où des capitaux importants viennent investir chez nous, créent de l'événementiel, nous demandent de participer, et qu'est-ce qu'ils font derrière? Il y a de gros détecteurs qui viennent, qui voient les enfants, qui voient les jeunes, et qui les prennent à fleur de l'âge, alors qu'il n'y a pas encore de gros contrats sur eux, il n'y a pas de signature de papier pour les protéger. Et là, quand on les enlève plus tôt, ben, ils sont partis. Ils sont partis et ça reviendra probablement plus vers la nation. Nous avons des noms d'Africains qui circulent. Je voudrais profiter pour saluer un monsieur comme Samuel Eto'o, qui malgré tout a choisi, ils sont très peu patriotes à revenir comme ça pour la nation. Tout à fait. Parce que les enjeux sont énormes. Tout à fait. Voilà, les enjeux sont énormes et il faut le dire. Et donc l'organisation de cette compétition, ça met en valeur nos joueurs, mais ne tombons pas dans le piège. Dans le piège. Très bientôt, on va se retrouver avec je ne voudrais pas le dire comme ça, une envolée des talents sportifs sous d'autres cieux. Mais ça se fait déjà. Ah ben voilà. À vous entendre, on a peur. C'est à croire que l'Afrique ne va jamais organiser les Jeux Olympiques. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je fais plutôt appel à un sérieux et à comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un environnement purement économique. Alors, quels sont les 3 grands défis à relever en matière de l'identification des talents précoces, de perfectionnement des compétences et enfin et autres de l'accomplissement de ce potentiel une fois qu'ils sont découverts? Je crois, en matière de défis, le premier défi, il est d'abord infrastructurel.
il est infrastructurel, il faut trouver des gens pour lever les capitaux et construire les installations sportives pour les disciplines. La deuxième chose qui me paraît importante à faire là, c'est de repenser l'organisation du sport scolaire. Le sport scolaire doit être forcément le vivier du sport national. On ne peut pas avoir de performance à long terme, prétendre aller à l'élite si on n'a pas une organisation à la base qui élargit la pyramide de pratique. Et donc, il faut qu'il y ait plus d'adhérents. Nos pays ont fait le choix de confier les fédérations qui font du bon boulot à des gestionnaires qui n'ont pas toujours le sens du management et qui n'ont pas une vision prospective de développement de la chose sportive. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on corrige. À côté, lorsqu'on aura réglé la question du sport scolaire et qu'on aura réglé ce problème du mouvement sportif civil, eh bien, il faut travailler parallèlement à ça, à la formation des cadres. On ne peut pas prétendre faire de la performance en se confiant à un menuisier. Excusez que je le dise comme ça, le menuisier, il est fait pour faire de la conception et de la réalisation des œuvres de menuiserie. Le professionnel des activités physiques, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de métiers dedans, mais il y en a un que l'on appelle entraîneur. Voilà, lui, son boulot, c'est d'entraîner les gens. Il faudra alors qu'on puisse former des compétences à ça. Il y a les professionnels d'éducation physique et sportive qui sont chargés de faire de la formation à l'école. Et eux, ils doivent servir de passerelle pour préparer l'enfant à passer du monde scolaire, éducation physique, vers le monde de la pratique en association, c'est-à-dire semer chez l'enfant les débuts pour aller faire de l'entraînement sportif. Ça signifie qu'un professeur d'éducation physique et sportive n'est pas un entraîneur. Sa première vocation n'est pas un entraîneur, mais c'est un préparateur pour l'enfant afin de le conduire vers l'entraînement. Et ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on cesse de confondre les choses. Voilà. L'enseignant d'éducation physique, dans son approche, parce que c'est lui qui recevra l'enfant le premier, il va trouver chez l'enfant des qualités et il va pouvoir orienter chez l'enfant vers des créneaux qui existent à l'école pour que l'enfant, dans ce créneau-là, commence déjà par faire un apprentissage qui va ressembler à de l'entraînement et qu'il pourra poursuivre dans le sport scolaire et universitaire par la suite. Docteur Azé, ce que vous dites est très important. Vous qui êtes un cadre supérieur, mais est-ce que vous vous retrouvez en Afrique là pour parler, dialoguer, pour faire en sorte que ce sport africain puisse véritablement sortir de sa léthargie? Oui, nous avons eu des forums d'échange entre nous, entre universitaires, et puis entre universitaires avec les acteurs du monde civil, où nous communiquons sur un certain nombre de choses, nous échangeons. Je peux même profiter de votre antenne, si vous permettez, pour dire qu'actuellement nous sommes au 21e journée scientifique de l'Université de Lomé, où nous avons produit des communications. On a échangé entre nous, entre acteurs du monde sportif, et nous avons discuté même avec des médecins et des praticiens d'autres sciences de la chose du sport. Parce que le sport, c'est un enjeu qui va réunir plusieurs disciplines et plusieurs disciplines, plusieurs compétences professionnelles. Nous en avons discuté pour le compte du Bénin. On a présenté beaucoup de communications. Des pays du Nord étaient là. Et ça, c'est le moment de remercier. Pour le compte du Togo? Également, c'est là je disais. C'est le moment de remercier. Il y avait pas de pays? Je ne peux pas donner les statistiques. On attend de savoir. Mais sur l'atelier où nous on était près d'une vingtaine. Puisqu'on a parlé de santé. À Lomé ici. À Lomé ici. On était près d'une vingtaine à participer sur les sciences et les activités physiques et sportives. Et je peux vous dire même qu'on a parlé également de parasport, de handisport. On a présenté beaucoup de travaux sur cette dimension également pour aller dans le... Vous en êtes un spécialiste d'ailleurs. Justement, on trouvera d'autres créneaux aussi. Vous en êtes un spécialiste, mais malheureusement, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, pourquoi? Non, je crois qu'il y a un biais. On me voit. Je travaille beaucoup plus avec le comité national paralympique au Bénin. Et je peux déjà vous dire, nous, notre contribution va dans le sens de l'amélioration de conditions de pratique du handisport.
puisque nous, notre rôle n'est pas de venir nous substituer aux acteurs. Chacun doit rester dans son couloir professionnel. À titre illustratif, je profite, prenez les fauteuils de jeu, ça a été l'une des communications qu'on a faites. Vous savez, les joueurs de handisport, lorsque nous les voyons jouer, on est fiers parce qu'on se dit qu'ils font beaucoup. Ils arrivent à faire ce qu'un homme debout au basket font, ils le font dans un fauteuil. En réalité, il faut considérer le couple, la personne et le fauteuil comme une seule entité. C'est avec ça ils vont dribbler, changer de direction et autres. Ben, l'une des trouvailles qu'on a faites, c'est que ces fauteuils ne respectent aucune norme. Je vous donne un exemple. Un fauteuil, les fauteuils pèsent en moyenne, les fauteuils qu'ils utilisent pèsent en moyenne 13 kilos. Au lieu de 6 kilos ou moins de 6 kilos à l'international. Imaginez la force qu'ils déploient pour vaincre 13 kilos, freiner, dribbler, changer de direction, rien qu'en s'apesantissant sur les articulations de l'épaule. Et ces équipes vont compétir dans les mêmes conditions que les équipes en Europe. C'est triste. Je crois qu'il y a, au-delà de la tristesse, c'est que nous mettons en danger la vie de nos frères et sœurs qui vont défendre vaillamment nos patries. On a tout fait de les esquinter. Ben, c'est justement là le problème. On va les esquinter. Et ça, personne n'en parle. Silencieusement, on est en train de contribuer à les fragiliser. C'est le mot qu'il faut utiliser. Et un fauteuil, ça coûte combien pour un État? Je voudrais ici saisir cette occasion, si vous permettez, pour lancer un appel envers nos gouvernements. Personne ne nous impose de faire de la haute compétition. Mais lorsque nous choisissons de faire de la haute compétition, le premier souci que nous devons avoir, soit l'État en prend toute la hauteur ou l'État aide à lever des capitaux pour investir. Un fauteuil roulant de jeu ne coûte pas si cher que ça. C'est moins de ce qu'on détourne sous nos cieux. Alors, pour finir, quel avenir et quelle perspective pour le sport africain, Dr Azé? Je crois pour le sport africain, l'avenir, il est là, il est tout tracé. Vous n'êtes riche que d'hommes. Vous n'êtes riche que d'hommes avant tout. Et ça, ce potentiel humain, l'Afrique là. Et fort de ce potentiel humain, je voudrais croire que celui qui disait « Lorsque l'Afrique se réveillera, le monde tremblera ». L'Afrique a un potentiel humain qu'il galvaude. Je voudrais en appeler au sérieux de nos décideurs. L'Afrique dispose de personnes qualifiées, de ressources pour éclairer. On a les compétences qu'il faut pour donner des conseils, on a des compétences qu'il faut pour aider à la prise de décision. Lorsque les choix sont faits, il faut que ce soit des choix qui permettent d'aller vers l'avant. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, mais on peut les régler étape par étape. Donnons-nous le temps d'asseoir la base, ensuite de construire selon une planification dans le temps. Aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas paraître, l'Afrique doit travailler pour être. C'est ce que je dirais. Merci, Dr Azé. Restez avec nous. Le comité international olympique a formellement rappelé aux fédérations nationales de boxe qu'il ne reconnaît plus l'IBA et que la présence de la boxe au JO 2028 ne pourra se faire qu'avec une seule instance internationale crédible. Gilles Chris Haïté, reportage. Le torchon brûle entre le Comité international olympique, le CIO, et l'International Boxing Association, IBA. Le nouveau chapitre de cette relation tendue entre les deux institutions est mis en avant par une lettre du CIO à l'IBA qui stipule clairement ceci. Je cite, « Tout boxeur dont la fédération adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. » Fin de citation. Ce qui fixe désormais toutes les fédérations nationales de boxe désireuses de prendre part au JO de 2028 à Los Angeles. Le CIO ne reconnaît plus l'IBA, un conflit qui connaît un nouveau rebondissement. L'IBA n'étant plus considéré comme un partenaire crédible du CIO compte tenu des différents scandales ayant émaillé le fonctionnement de l'institution internationale. Pour rappel, en 2023, l'exclusion de l'IBA du mouvement olympique
choc. L'épisode des JO de 2024 avec les deux concurrentes algériennes et taïwanaises Iman Khalid et Lin Yu Ting disqualifiées par l'IBA qui évoquaient des arguments de test de genre jamais précisés. Il faut aussi rajouter les soupçons de corruption qui entachent la réputation de la discipline depuis des années. Le CIO martèle aux fédérations dans son courrier qu'il s'agit d'une rupture définitive. Le World Boxing a l'obligation de s'imposer pour que la boxe soit inscrite au JO 2028, sinon il n'y aurait pas inscription de la boxe comme discipline sportive au pays de l'oncle Sam. Il va falloir impérativement qu'une nouvelle instance internationale reprenne le flambeau sous peine de ne pas voir le noble art s'exprimer à LA. Pour rappel, World Boxing a été créé en 2023 sur initiative américaine. Pour convaincre un peu plus le CIO et améliorer l'image du noble art, World Boxing a tout juste annoncé qu'elle confiait ses activités antidopage à l'International Testing Agency, ITA. Fondée en 2018, l'ITA a pour but d'élaborer des programmes antidopage pour les fédérations sportives internationales de grands événements sportifs comme les JO ou d'autres organisations antidopage. Qu'est-ce que c'est triste. Le comité international olympique a été à un moment donné obligé de confier la gestion de la boxe à la, disons, Fédération internationale de gymnastique. Donc aujourd'hui c'est clair, on ne veut plus de l'IBA, Théophile Hazard. Oui. Or, la plupart de nos pays africains sont affiliés à l'International Boxing Association, IBA. Oui, c'est quand même dommage, hein? C'est dommage d'assister à une telle... Il y a trop de pagaille. Il y a trop de pagaille. Trop de magouilles. Et trop de magouilles qui ont obligé justement à la CIO. La CIO, oui. Au CIO, oui. CIO, pardon, le Comité international olympique. D'intervenir, de siffler la fin de la récréation. Je crois que c'est une très bonne chose. Et ça donne encore ça revêt encore toute la crédibilité du CIO à contrôler, n'est-ce pas, les différentes instances. Le CIO est différent. Hein? Absolument, le CIO est différent. Et ça, je pense que l'IBA n'est pas à son premier coup. C'est le deuxième, justement. Et ça, je pense que ça ne donne pas une crédibilité. Comment feront justement les boxeurs qui doivent prendre part à ces Jeux Olympiques en 2028 aux États-Unis? Ils n'ont qu'à s'associer, à s'appeler à une autre fédération internationale. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je crois que le scandale est si fort que tout à l'heure, si vous m'avez suivi tout à l'heure, j'étais sidéré par les propos du docteur ici. Et tout ce qui vient de se passer vient corroborer un peu ce que nous avons toujours dénoncé ici. Vous voyez, si le CIO est obligé, est arrivé à ce niveau de décision, cela voudrait simplement dire que ils ont tapé fort. Ils ont tapé fort. Il faut arrêter l'essayer à un moment donné. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, il y a d'autres instances auxquelles nos fédérations vont s'affilier simplement parce que nous voyons, et c'est ça qui vient se répercuter sur nos athlètes ici, où la corruption. On parle de faux champions. La corruption est faux champions. Qui se donnent. Voilà, et puis il y a tellement de choses. Et c'est bien de se faire la fête de la fête. Alors, docteur Azé, les JO retournent au pays du cinéma. Tout à fait. Cela ne saurait rater. Hein. C'est toujours ça, la question de l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est lui qui gouverne le sport. Et il faut le comprendre. Los Angeles, la ville du cinéma, la ville lumière, ça y est, on y est. Et vous allez voir dans la grosse folie américaine. Rappelez-vous la cérémonie de fin des JO Paris 2024. Vous vous rappelez, déjà on a mis la barre très très haute juste sur cette cérémonie de fin. Rappelez-vous la scène. Oui. La cérémonie de clôture. J'ai suivi la star américaine qui était venue sur sa moto. Comment la flamme a été portée, mais en utilisant rien que des outils. Le défilé. Oui, le défilé, bien après. Et puis la prise de la flamme en utilisant
les 3D, les reproductions comme du cinéma jusqu'à ce que la flamme aille sur la plage de Miami. Vous voyez, c'est ça en fait tout le spectacle auquel on va assister. Et l'enjeu financier qui est derrière, ça va se répercuter un peu partout. Vous verrez les séries américaines de plus en plus, elles vont commencer par prendre cette orientation-là, par nous vendre les JO. Et on va s'attendre à un gros big. On va dire, waouh, comme les Américains. C'est beaucoup de sous. Allez, échange entre les présidents des clubs de D1 et D2 et la Fédération togolaise de football. Les discussions ont tourné autour des préparatifs de la saison 2024-2025. GPP, c'est Gilles Christ Haïté pour plus de précisions. Séance d'échange le mercredi 2 octobre 2024 entre le comité exécutif de la Fédération togolaise de football et les présidents des clubs de D1 et D2. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a tenu le mercredi 2 octobre 2024 une assise avec les présidents des clubs de D1 et D2 afin d'échanger sur les différentes questions relatives aux préparatifs de la saison 2024-2025. Le président de la FTF, le colonel Guy Kossi Akbouvi, a d'abord manifesté sa profonde gratitude envers les présidents des clubs pour les efforts constants qu'il déploie au quotidien afin de promouvoir le football national. Il a martelé, je cite, « Votre passion et votre dévouement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Votre présence massive témoigne de votre attachement à notre sport roi et de votre engagement indéfectible au service de nos clubs. Je souhaite que cette rencontre soit l'occasion pour chacun d'entre vous d'exprimer ses préoccupations, de partager ses idées et de contribuer à la construction d'un projet sportif ambitieux et fédérateur. » Fin de citation. Lors des échanges, le président de la FTF, accompagné des membres du comité exécutif, a abordé plusieurs questions relatives au football professionnel, aux préparatifs et à la programmation de la saison 2024-2025. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités, en particulier le chef de l'État pour l'adoption du décret instituant la création des ligues professionnelles au sein des fédérations sportives. Une avancée significative vers la professionnalisation du football. Je tiens à remercier tout particulièrement nos autorités étatiques et notamment notre chef de l'État pour avoir pris un décret instituant la création des ligues professionnelles au sein des fédérations sportives. C'est une avancée majeure qui marque notre volonté de doter notre football d'un cadre juridique et institutionnel solide. Cependant, nous savons tous que le chemin vers la professionnalisation est long et semé d'embûches. De nombreux défis restent à relever. Infrastructures sportives, manque de moyens financiers et absence de motivation des clubs participants, a précisé le président de la Fédération togolaise de football. Les présidents des clubs ont à leur tour exposé leurs principales préoccupations, portant notamment sur l'augmentation des subventions financières, le renforcement des compétences des entraîneurs à travers les projets de formation de la direction technique nationale, l'arbitrage ainsi que la situation des clubs engagés pour la saison 2024-2025 en l'absence du championnat professionnel annoncé. Cette rencontre a également été l'occasion d'inciter les clubs à finaliser via la plateforme numérique de la CAF la procédure d'obtention de la licence club indispensable pour leur participation aux compétitions de la saison 2024-2025. Il faudra toutefois attendre encore quelques jours avant de connaître la date officielle de démarrage des championnats nationaux pour la saison 2024-2025. Paul Pogba, vous le connaissez, et ça c'est le football. Paul Pogba, de retour sur le terrain plus tôt que prévu, puisque le tribunal arbitral du sport, TAS, vient de réduire sa suspension de 4 ans pour dopage à 18 mois. GPP, reportage. Paul Pogba de retour sur les pelouses plus tôt que prévu. Paul Pogba jubile au son d'une excellente nouvelle depuis le jeudi 3 octobre 2024. Le tribunal arbitral du sport a réduit sa suspension de 4 ans pour dopage à 18 mois. La reprise de la compétition pour le champion du monde 2018 est donc fixée à mars 2025. Condamné pour dopage, le milieu de terrain de la Juventus a vu sa sanction passer de 4 ans à 18 mois. En effet, le tribunal arbitral du sport a ramené de 4 ans à 18 mois la suspension pour dopage de Paul Pogba, qui pourra rejouer en mars après avoir vu sa carrière sérieusement menacée
d'une fin anticipée. L'instance a validé la version du joueur qui soutenait avoir ingéré cette substance interdite par inadvertance, conformément aux déclarations de l'Agence mondiale antidopage. Une très bonne nouvelle qui particulièrement réjouit le joueur. Enfin, le cauchemar est terminé, s'est montré soulagé le milieu de l'équipe de France dans un communiqué. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur a été mis en suspens. J'ai toujours affirmé que je n'avais jamais enfreint consciemment les règlements de l'AMA lorsque j'ai pris un complément nutritionnel qui m'avait été prescrit par un médecin et qui n'affecte ni n'améliore la performance des athlètes masculins, a déclaré Paul Pogba. Mais cette décision est loin d'arranger les affaires de son club, la Juventus de Turin. Sous contrat avec la Juventus de Turin jusqu'en 2026, l'international français Paul Pogba, 91 sélections, 11 buts, qui aura 32 ans le 15 mars prochain, a vu son salaire réduit à 2 000 € par mois au lieu de 11 millions d'euros. Mais avec la décision du TAS, le club turinois va devoir commencer à payer le salaire normal aux joueurs de 31 ans, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour la Juventus qui travaillait même à résilier le contrat du champion du monde 2018. Gérard Yaobi, mais sans vie, on peut dire que Paul Pogba est chanceux, hein? Ouais, bien sûr, il est chanceux comme Jésus-Christ, disons, sa croix est en train de finir, disons. Mais la question ici est de savoir s'il va connaître une ascension comme Jésus-Christ ou il va encore vivre d'autres problèmes. Je crois bien sûr que... Je crois que vous êtes en train pratiquement de faire une caricature qui ne dit pas son nom. Je dis, c'est une affaire... D'abord, il a essuyé pas mal de choses qui, ma foi, l'a conduit à ce niveau. Et ayez le courage de le dire. Avec son histoire de son frère et tout ça, je crois que revenu encore une suspension de 4 ans pour 18 ans, il y a une affaire qui sous-tend ceci. Et ayez le courage de le Je crois que Théodule, vous allez vous calmer. Nous sommes en train de faire... Nous sommes en train de... Je crois que... Finalement, c'est quoi? Ok, je vous laisse terminer. Je vais accoucher. Dans lequel il évolue, et travaillait déjà à résilier le contrat parce que ce qu'il a pris, c'est interdit par les instances qui régissent le football. Et là, on l'a pris. Et moi, je suis contre le fait qu'on ait relevé la sanction. Ah non. Ah non, qu'est-ce qu'il a expliqué ce mais je crois que Théophile aura mieux fait de se taire, j'allais terminer, et il aura son temps de plateau pour parler. Je crois FSP, je disais tout à l'heure, Paul Pogba, nous le connaissons, un très bon milieu de terrain français. Il a une situation, et je crois que le tribunal arbitral, ça peut arriver à tout le monde, le tribunal arbitral vient de confirmer qu'il avait raison. Il n'a cessé de maintenir, surtout les toits d'ailleurs, qu'il a pris ce produit qui a été prescrit par un médecin. D'accord? Et ça n'affectait en rien, ça ne contribuait en rien sur ses performances sur le terrain. D'accord? Maintenant, si aujourd'hui le tribunal arbitral vient de confirmer ce qu'il avait dit et réduit sa sanction, je crois que c'est très bien. Ils ont compris simplement que le joueur n'avait rien fait de mal, l'erreur étant humaine, il a commis une erreur, et ils sont revenus là-dessus. Maintenant, le problème est quoi? Vous savez, la Juve, fidèle à ses habitudes, a voulu très tôt résilier son contrat. Malheureusement, c'est vu pris dans les étaux, et ils sont je dis, ils sont contraints. C'est dans ces conditions qu'il a toujours joué pour la Juve, et bien sûr, a aidé la Juve à plusieurs moments à gagner des titres, à remporter des titres. Écoutez, M. Théophile, vous allez me laisser terminer. Maintenant, aujourd'hui, ce dont il est question, je crois que c'est ce même plateau, vous l'aviez dit la fois passée, et on va saisir
le tribunal arbitral, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Pogba a saisi le tribunal arbitral qui a arbitré, qui lui donne raison? Aujourd'hui, on revoit sans sanction. Je suis désolé de vous dire, bien sûr, même si la Juve le renvoyait, rompait son contrat, aujourd'hui, vous savez que l'Arabie, écoutez, ceux qui jouent en Arabie Saoudite, là-bas, ils ont quel âge? Cristiano Ronaldo aujourd'hui l'essentiel est que il va remettre les crampons, monter sur le terrain et se faire plaisir. Et je crois qu'il a compris. Il est resté collé à ses bottes et bientôt il a encore l'opportunité de démontrer de quoi il est capable. Et déjà, d'autres sont en train de lui faire la peine. Docteur Azé, un petit mot. Ce que je veux dire, c'est que l'instance, le TAS est habilité à prendre une décision au regard des éléments de preuve. On ne va pas supputer sur ce qui est derrière. Il faut s'en tenir aux règles du jeu. C'est pas encourager la situation. C'est ce que Théophile disait. C'est pas ce qu'il disait. Il disait simplement que... Je ne veux pas faire attention. Je dis ce que vous avez dit sur ce plateau. Je dis ce que vous avez dit sur ce plateau. Et vous doutez. Et aujourd'hui, c'est vous Théophile. Et aujourd'hui, Théophile Hazard. Vous n'injectez pas des substances anabolisant. On dit l'erreur humaine, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas, Pogba ne s'est pas levé de son propre gré pour son produit. Je suis désolé. Allez, nous allons avancer. Le docteur est sur la bonne piste, c'est-à-dire le TAS a tranché. Le TAS a tranché. Même si le TAS a tranché. Mais il ne faut pas prendre des produits. C'est pas c'est pas conseillé. Allez, si ce n'est pas conseillé, eh bien, c'est bon. Bonne chance à Pogba. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, de moins de 20 ans, les léopards de la RDC s'adjugent le titre de champion du tournoi en battant le Congo. On retrouve encore GPP Jules Chris Haïté. L'UNIFAC U20, les léopards U20 tout simplement plus forts que tous. Ils s'adjugent le titre de champion du tournoi en battant le Congo sur le score de 2-1. Une belle revanche pour la République démocratique du Congo après sa défaite en match d'ouverture contre le même Congo. Le tournoi de l'UNIFAC U20 qualificatif pour la CAN U20 vient de rendre son verdict final après le sacre des léopards de la République démocratique du Congo qui ont battu le Congo sur le score de 2-1 au stade Alphonse Massamba de Brazzaville le jeudi 3 octobre 2024. Monstrueux, Tony Talassi a inscrit un doublé à la 9e et à la 52e minute, devenant ainsi le meilleur buteur du tournoi avec 4 buts, et les Diables Rouges du Congo ont réduit la marque à la 85e minute par Bonaventure Ledambi. Véritable retournement de situation lorsqu'on sait que le même Congo a battu la RDC en match d'ouverture de la compétition sur le score de 1-0. Pour rappel, du fait de leur qualification pour la finale, les deux pays sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN U20. On va parler de tennis de table à présent. Eh bien, les anciens pongistes des départements du Mono du Koufo dans le Bénin se sont retrouvés ce dimanche à Cotonou pour fêter. Des retrouvailles qui ont permis de relancer les activités et de mettre un bureau en place. Le reportage est signé Larios Adjabénon. Dans les années 70, 80 et 90, le sport les a réunis autour du tennis de table à Atiémé. Plusieurs décennies plus tard, leur passion reste intacte. À plus de 100 km d'Atiémé, ces anciens pongistes des départements Mono-Koufo se retrouvent au centre de formation et de développement de tennis de table club de Clotet Amadji, l'un des leurs. Atiémé était devenu à l'époque un creuset de pongistes, où beaucoup de pongistes ont été formés, mais avec le temps, nous nous sommes dispersés. Et après, on s'est revus à Cotonou. Pépéripe, vous avez l'honneur. Monsieur Edo, vous avez l'honneur. Amadji Clotet,
ce n'était pas gagné à l'avance. Depuis 1994, j'ai laissé je suis à la requête aujourd'hui. Mais grâce à vous, grâce à PPRP, grâce à Edo, soyons comblés. À partir de l'instant, je deviens pongiste pour l'éternité. À ces retrouvailles, ils mettent sur pied un creuset, Fraternité Monokufo-Pongiste, afin de rallumer la flamme du ping chez la génération actuelle et apporter leur contribution au développement de la discipline au Bénin. Un vibrant hommage à l'actuel président de la fédération, le professeur Dessou, qui fait beaucoup, qui fait ce qu'il peut pour relancer le terrain de table. Non pas parce que ses prédécesseurs n'ont rien fait. Comme on a l'habitude de le dire, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Je félicite M. Guézolivier, je félicite M. Sono Ferdinand et M. Koupaki. Eux tous ont apporté quelque chose, le peu qu'ils ont pu apporter au développement du terrain de table. Il faut que nous continuions sur cette lancée afin que le terrain de table renaisse de ses cendres, parce qu'à un moment donné, la discipline commençait pas à mourir de sa belle mort, il n'y avait plus de compétition. Mais si on peut, autant que nous sommes, nous associer, nous mettre ensemble pour que le terrain se développe, prenne de l'envol sur ce rêve. Les membres de la fraternité Monokufo-Pongiste peuvent être déjà fiers du travail Kaba Clotet Amadji, dont les poulains constituent le fer de lance du ping béninois. À notre actif, ce centre a formé beaucoup d'athlètes et a ressorti beaucoup de champions et championnes du Bénin et aussi sur le plan international. Félix Sondé Pépéripe, élu premier président du bureau exécutif de l'association, a la lourde mission de travailler avec ses pairs à l'atteinte des objectifs. Belle initiative, n'est-ce pas, Théophile Hazard? Tout à fait, très belle initiative lorsqu'on retrouve ces vieux briscards, excusez du peu, autour donc... qui a de beaux restes, qui ont vécu et qui ont vraiment donné de la joie à cette discipline sportive qui est le tennis du table. Je crois que c'est une très belle chose et ça permet également, ça participe à leur épanouissement afin qu'ils soient davantage aux côtés donc des jeunes qui ont commencé maintenant à pratiquer la discipline. Et je fais un clin d'œil justement au premier responsable de cette discipline sportive au Bénin qui fait un travail appréciable, même s'il y a des choses encore à corriger. Et je dis bravo à vous, Félix Sondé Pépéripe, vous êtes pratiquant de cette discipline sportive. Vous êtes élu justement à la tête donc, de ce comité, de ce bureau-là. C'est une très belle chose. Votre dynamique, votre savoir-faire, mettre ça au service donc, de cette initiative. Je crois que c'est une très belle chose. Docteur Azé, un mot? Félicitations, Félix FSP pour cette élection à la tête. J'ai noté que les réflexes, l'âge a fait son effet, mais non, ce qu'on apprend reste toujours. On a vu de beaux gestes. Et ce qui est à souhaiter, c'est que lors de pareilles rencontres, vous ayez autour de vous des jeunes, des plus jeunes, j'ai pas vu ça dans l'élément, qu'il y ait des enfants qui soient là, pour voir aussi, afin de susciter des vocations. C'est intéressant, c'est surtout important que nos enfants voient et que par là, certains puissent se dire, oui, ce sport me plaît, j'ai envie de faire comme papa. Je salue la dame qui était parmi vous. Je lui fais mention. Madame Guédou, Madame Amadi. Alors, Gérard Messavi. Bravo. C'est vrai que j'ai été déçu la dernière fois lorsque les anciens pongistes qui ont quitté le Ghana étaient revenus au Bénin. Ils n'ont même pas été honorés comme cela se doit. J'ai été vraiment exaspéré de constater cet état de choses. Mais malgré ça, ça ne vous a pas découragé à continuer. Nous avons vu ce que vous avez fait. Bravo à vous. Félicitations. Et quand je disais il faut savoir tisser les cordes, je crois que c'est une très bonne corde à laquelle il faut tisser la nouvelle et que les jeunes, vivement que les jeunes prennent exemple sur vous et que nous ayons véritablement des pongistes, de vrais pongistes de la jeune génération au Bénin. Et bravo également à ceux-là qui nous ont entourés, encadrés dans les années 70, 80, 90, à Athémé, à Lokossa. Je veux parler du professeur David Julien, qui doit être du côté de Lokossa. Le professeur
Ça, c'est mon professeur de mathématiques. Hein. Lui, il nous a formé au football également. C'est Agbotan Adahode, maximum de respect. Et sans oublier Zagalago, l'appelait Christian Johnson, il était policier, hein, qui nous encourageait. Et tout le reste, ils étaient nombreux à nous encourager dans ces années-là. Et c'est grâce au colonel Vincent Guézodien, ministre de l'Éducation, ministre des Sports, après tout ça, il a été ministre pendant longtemps. C'est grâce à lui que ce sport a été développé à travers le Bénin, parce qu'il a réussi à organiser les premiers championnats scolaires de tennis de table, et ça a véritablement pris. Merci. Je voudrais aussi profiter pour faire un clin d'œil aux vétérans togolais, tennismen togolais. Lawson Kaka, je salue Lawson Kaka. Qui travaille également n'est-ce pas, du tennis de table du Togo, et pourquoi pas aussi du Cameroun, un peu partout. Et qui nous suivent en ce moment. Il suffit de nous inviter. Allez, voici arrêt sur image. Alex Chodaton. Vous l'avez certainement connu. 9 octobre 2019, 9 octobre 2024, 5 ans déjà, hein, que l'emblématique et émérite journaliste sportif béninois, qui venait juste d'entamer sa retraite, je vais nommer Alex Chodaton, a été rappelé par le Tout-Puissant. Il est né le 8 août 1951 à Alada, et il faut dire que Alex Chodaton, ou Chodus pour les intimes, est décédé à l'âge de 68 ans. Ancien pensionnaire du lycée Béanzin de Porto-Novo et ancien sociétaire de l'assaut de Porto-Novo, le regretté Alex Chodaton est chargé d'histoire. Oui, chargé d'histoire parce que j'ai fait pratiquement tout ce qu'on doit faire en tant que reporter sportif à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, avec Alex Chodaton. Alex Chodaton, j'ai beaucoup voyagé avec lui, il m'a appris les rouages du métier et franchement, il reste toujours collé là. C'est-à-dire quand on parle sport, quand on parle reportage, on pense à Alex Chodaton. Surtout quand nous étions du côté de Mans, en Côte d'Ivoire, avec le Mogaz 90 qui devrait jouer une demi-finale contre l'équipe de Zissou, d'Emesser, pour les jeunes qui connaissent cette équipe en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a deux grands cols. Il y a Africa Sport et il y a ASEC à l'époque. Et donc, c'est de l'Africa Sport que je parle, et qui a éliminé le Mogas 90. Malheureusement, c'est Alex Chodaton qui était donc au commentaire. J'étais à ses côtés. En effet, les qualités d'Alex Chodaton ont fait rythmer le sport béninois, africain et mondial dans les grands stades. Que son étoile continue de briller de mille feux dans tous les cœurs de tous ceux qui l'ont côtoyé ou connu. Azé, vous l'avez connu? FFC, oui. Alex Chodaton, je me rappelle encore sa voix. Il était encore tout petit. Et des fois, je m'amusais à l'imiter. Et je veux faire la parallèle, c'est pas te faire des fleurs. Tu as gardé de lui son timbre, une bonne partie de son timbre et ce rire. Le rire, oui, là maintenant je fais la transposition et je revois, je dis, est-ce qu'il ne le revit pas encore? Bon, on va souhaiter que les œuvres restent. Et l'une de ces œuvres qui est restée, c'est toi, par exemple, sans te faire des fleurs. Ce professionnalisme, cette rigueur, on souhaite que ta carrière continue et qu'à travers toi, qu'à travers ce que tu fais, Alex vive. Je fais un coucou à ses enfants, à sa famille et un salut particulier. Ses deux filles et à sa chère épouse. Voilà, parfait. Voilà. Et à tout le personnel de l'ORTB et au peuple béninois qui a donné cette brave figure à l'Afrique. Théophile Lazare? Oui, quand on parle d'Alex Chodaton, c'est quand même une légende de la presse sportive béninoise.
qui a traversé le temps et tout. Et nous, on a appris l'histoire. Pendant qu'on était en train donc d'apponter justement, eh bien, je dirais les couloirs de ce noble métier, nous étions là à écouter justement sur la radio nationale du Bénin, Alès Chaudaton, à travers cette émission Musique et Sport. Les mardis, c'était le rendez-vous de la célébration de la messe sportive sur les actualités sportives nationales et internationales. Donc sa disparition a vraiment été une perte dans la bibliothèque bien sportive de la presse africaine. Je dis paix à son âme et paix à l'âme, donc enfin paix, je dirais courage à la famille, parce que c'est le moment de se rappeler de cette légende de la presse sportive béninoise. Gérard Yaobi Messanvi. Je crois que le docteur l'a dit tout à l'heure, à travers vous, nous continuons par voir Alès Chaudaton. Moi, je me rappelle comme si c'était hier sur sa moto que j'admire tant, puisqu'il avait la même moto que mon papa. D'ailleurs, donc aujourd'hui, Alès Chaudaton est une icône qu'on ne peut plus jamais oublier. Je dis, comme on dit souvent, il est devenu pour nous un artiste. Et comme on dit souvent, l'artiste ne meurt jamais. Il est toujours dans nos cœurs et que ses familles vraiment puissent vivre sans lui, mais tout en le gardant dans leur cœur. Il faudrait ajouter aussi que la célébration de ces icônes-là, qu'on le fasse maintenant pendant qu'ils sont vivants, que ce soit un peu partout en Afrique, au Cameroun, au Togo, au Bénin, c'est pas en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, il faut qu'on les célèbre pendant qu'ils sont encore vraiment. Et ces icônes essaient quand même de donner leur nom à des rues, à des stades, des monuments. Franchement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Je disais, j'étais exaspéré par le retour de ces pongistes, ces douaniers qui sont revenus. Qui ont tout raflé. Mais malheureusement, on leur a pas dressé le tapis rouge. C'est déplorable. C'est triste. Allez, voici coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, on commence tout de suite par Théophile Aza. Théophile, coup de cœur, coup de gueule. Non, mon coup de cœur, c'est d'abord à l'endroit de Daré Nimbombe, le sélectionneur togolais, qui a compris qu'il faut désormais faire avec les valeurs nationales. Tout n'est pas encore rose, mais déjà, on a compris qu'il a entendu la voix du peuple. C'est important. Parce que le football togolais n'est pas forcément réservé à la légion étrangère. C'est déjà un bon pas. Maintenant, on va leur souhaiter bon vent et que davantage qu'on intègre des joueurs locaux dans cette équipe des éperviers du Togo. Donc, bravo, monsieur Daré Nimbombe qui a compris désormais. Mon coup de gueule, c'est à l'endroit, bien évidemment, du football béninois. Oui, le football béninois, je pense que certains doivent comprendre que la saison a démarré. Il faut désormais que certains responsables ne sont pas détenteurs, n'est-ce pas, des différentes rencontres de ce championnat béninois. Lorsque des matchs ont été programmés et que vous avez la responsabilité donc de libérer certains joueurs, ne retenez pas ces joueurs-là à pouvoir être libres et aller choisir de jouer le match. Pour une rencontre, il a fallu qu'un responsable, que je ne vais pas nommer ici, j'attends le moment opportun pour le faire, d'annuler. À cause donc de ce responsable sportif, on a annulé toute une rencontre. Je crois que il faut que désormais nous n'observions plus ces genres de pratiques dans le sport africain pour le rayonnement donc du football en Afrique. Gérard Yaobi Messanvi, coup de cœur, coup de gueule. Merci FSP, je me réserve le droit de répondre à Théophile tout à l'heure parce qu'il a compris qu'il faut descendre des murs et comprendre que la réalité est là. Maintenant, mon coup de gueule va à l'endroit de certains pays, notamment le Bénin, l'Éthiopie,
la Guinée et autres qui n'ont pas compris qu'il faut les infrastructures pour permettre à l'équipe nationale de jouer au pays. Malheureusement, nos pays vont encore jouer en Côte d'Ivoire, où seront orphelins du public, ce public dont ils ont besoin, dont ils ont besoin plutôt pour les accompagner à la victoire. Mon coup de cœur va maintenant à l'endroit des autorités ivoiriennes. Merci. Merci à vous qui avez compris qu'il faut, quand bien même il faut les moyens, il faut accompagner son pays. Vous avez compris qu'il faut mettre à disposition de votre pays les stades, les infrastructures qu'il faut afin que votre sport puisse se développer. Merci. Grâce à vous aujourd'hui, l'Afrique, même si je veux ironiser, est en train de vivre une mini-CAN parce que ce week-end, sinon le 3e et 4e tour est bien rempli chez vous. Bravo à vous. Continuez ainsi. Les autres, s'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent pas, ils vont vous emboîter le pas. Ils ont su comprendre, mais hier, eux aussi, ils étaient un peu partout, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs, pour jouer leur match. Hein. On n'a pas refusé, mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ça qu'il faut copier ce qui est mal fait. Voilà, je suis d'accord. Coup de cœur, coup de gueule, à notre invité, docteur Azé. Coup de cœur, coup de gueule. Je ferai un coup de gueule d'abord à la suite des propos de Yaovi. Ben, je dirais coup de gueule, c'est à l'endroit des autorités au niveau du Bénin. Il est temps, 50 ans après, que l'Institut de sport, le seul, marque sa souveraineté en ayant des infrastructures. C'est le rôle régalien de l'État et il faut que l'État béninois, prenne sur lui de régler ce problème. Ce sera le point de départ d'un grand changement. Nous y croyons. Coup de gueule et coup de cœur. Coup de cœur, ce sera là également, hein, restant toujours dans la même dynamique, pour saluer les réformes qui sont engagées actuellement dans le domaine de la pratique des activités physiques et particulièrement dans le sens de la promotion du sport scolaire. Il y a un programme du ministère auquel nous croyons personnellement, c'est le programme Synergie éducative qui, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays en Afrique, ramène la pratique du sport et la pratique de la motricité à la base, à l'école primaire. Je tire un coup de chapeau au gouvernement béninois qui est allé dans ce sens et je crois que ça va faire tache d'huile en Afrique. J'invite les autres pays à regarder ce programme-là et à le copier, à l'implanter chez eux. C'est certainement le début d'un renouveau. On peut avoir peu de moyens, mais faire de belles choses. Monsieur Aziz, c'est vrai, c'est souvent copié, mais on vient copier chez nous. Mais on est souvent dernier. On vient copier au Bénin, mais on est souvent dernier. Il faudrait qu'on observe plus ce genre de choses. Beaucoup de programmes ont été copiés comme ça, mais malheureusement, les autres viennent copier, ils réussissent. Et nous... Qui sont ces autres-là? Ben, écoutez, le Burkina a copié le programme, par exemple, je crois, des classes sportives. Oui. Ça marche. Oui. On a copié aussi d'autres programmes, autant de programmes. Oui, en fait, mes propos, je reste panafricaniste en demandant aux autres de venir copier. C'est qu'il faut que là où on a déjà de la lumière, il faut aller vers la lumière. C'est ça. Et quitte aux Béninois d'entretenir la lumière qui vient de mettre en place. C'est un débat différent. Je demander, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Oui. Aujourd'hui, nous devons raisonner pour que l'Afrique s'illustre et aille s'asseoir à la table des décideurs. Nous devons être présents et non cooptés. C'est bien dit. Et moi, mon coup de cœur va à l'endroit de la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Cette grande dame. Oui, Madame Dogo. Madame Dogo, pour tout ce qu'elle fait pour la promotion et le développement donc de l'athlétisme au Togo. Madame, félicitations. Continuez. Le chant boit, la caravane passe. Et mon coup de cœur. Ah, mon coup de gueule. Oui. Ah, mon coup de gueule maintenant. Oui. C'est qu'on te vit, Lazare. Allez, voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Eh bien, nous vous aimons. Nous vous retrouverons si tout va bien jeudi prochain. Salut chez vous.